Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h du matin. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 mars. Le titre du jour est Décalage sur les matières premières car nous allons le voir ensemble. Nous avions beaucoup de configurations de matières premières sous surveillance ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu des décalages sur certaines d'entre elles, donc nous allons pouvoir faire le point, car les matières premières sont en 2016 pour le moment une belle source d'opportunités. Nous allons également revenir sur les indices boursiers. Hier, donc, il y a eu des attentats en Belgique. Nous avons fait une émission relativement courte. Le but de l'émission d'hier était tout simplement de vous spécifier qu'alors que les indices étaient à -1 ou -1,5, eh bien ils étaient sur support dans des tendances haussières. Et hier, je vous ai fait la comparaison entre la séance en cours, donc la séance d'hier où on a eu les attentats en Belgique, et la séance du 16 novembre 2015 suite aux attentats de Paris. Lorsqu'il y a eu les attentats de Paris, eh bien, le marché avait ouvert à -2% et il avait fini en hausse de 1%. Trois raisons à cela. La première, nous étions sur un support. La deuxième, nous étions en tendance haussière. Et la troisième raison est un petit peu particulière. Je ne sais pas si elle est valide, mais il me semble que oui. D'une part, hier, j'ai noté que beaucoup d'opérateurs ne souhaitaient pas jouer la baisse sur les indices, car cela revenait à profiter de cet événement malheureux. Donc, nombreux opérateurs ont dit ne pas vouloir se positionner à la baisse. Et puis, comme je l'expliquais hier soir en clôture sur BFM, eh bien, il y a eu une sorte d'élan patriotique. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'élan patriotique, mais hier, en clôture, les deux seuls indices européens qui ont fini dans le vert étaient le CAC et le Belvin. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Les investisseurs veulent montrer que les indices ne plieront pas, d'autant plus lorsqu'il y a des attentats. Voilà un petit peu mon analyse de la situation par rapport à ce qui s'est passé sur les indices. On va pouvoir commencer cette matinale. Bienvenue à tous. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également tous ceux qui regardent au quotidien la matinale enregistrée sur YouTube. Et je vous remercie tous car depuis 4 mois et demi, 5 mois maintenant que nous avons débuté cette émission, eh bien, les chiffres montent toutes les semaines, tous les mois, et donc nous vous remercions beaucoup. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique, nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets, et je répondrai bien évidemment à vos questions. Concernant les dernières actualités, nous le disions il y a quelques instants, les indices boursiers ont démontré leur résilience lors de la séance d'hier. Tous les indices européens, le DAX, le CAC, le Belvin, ont chuté en début de séance à cause des attentats en Belgique. Nous avons touché des supports sur tous les indices boursiers. Les acheteurs se sont présentés. La tendance haussière est restée forte et nous avons donc réussi à clôturer à zéro en petite hausse sur le Belvin et le CAC 40 hier soir. Et ce matin, c'est l'appétit pour le risque qui l'emporte et c'est l'indice belge de nouveau qui est la plus forte hausse du jour, pratiquement en hausse de 1% ce matin. La BCE veut forcer les banques italiennes à nettoyer leur bilan sous peine de tutelle. En effet, en début d'année, vous avez peut-être entendu parler des banques italiennes qui devaient nettoyer leur bilan. Eh bien, la BCE les a avertis que si elles ne le faisaient pas, elles pourraient être mises sous tutelle et c'est la BCE alors qui, pendant une période donnée, s'occuperait de nettoyer leur bilan à leur place.
Morgan Stanley n'envisage pas de hausse de taux avant 2017. En effet, Morgan Stanley note que les chiffres américains sont corrects, mais ne sont pas suffisants pour que les taux puissent être montés. Morgan Stanley parle aussi du Brexit et estime qu'en cas de Brexit qui viendrait déstabiliser complètement la zone euro, les États-Unis pourraient même attendre 2018 avant de nouveau monter leurs taux. Pourtant, Charles Evans de la Fed, qui s'est exprimé hier, indique que 2 remontées de taux cette année sont dans le domaine du possible. Donc nous avons d'un côté les banques et les analystes qui estiment que la Fed pourrait monter les taux une fois, peut-être 2. Certains n'envisagent que des hausses de taux en 2017. Et puis nous avons d'un autre côté la Fed qui continue de garder le cap, d'être positive et de parler de hausse de taux. Et c'est ce qui notamment a permis au dollar américain de se reprendre ces dernières séances, puisque l'euro, la livre, le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont tous les 4 reculé contre le dollar ces dernières séances. Le dollar australien un petit peu moins, puisqu'il reste la monnaie la plus forte ces dernières semaines. Les indices chinois continuent leur rebond, ils sont sur des plus hauts de 2 mois. On a donc un beau rebond en Chine, on a un rebond sur la plupart des pays émergents. Donc globalement, depuis le point bas du 11 février, dans un premier temps, on a eu un rebond des valeurs énergétiques, des matériaux de base, des bancaires. Puis ça a été suivi par un rebond sur les pays émergents. Il y a eu un fort rebond du pétrole pendant 1 mois, il y a eu un fort rebond des indices pendant 1 mois, et nous voilà donc soit un petit peu négatif, soit un petit peu positif sur les indices boursiers. On est en tous les cas pratiquement revenu sur les cours de début d'année, et en fonction de la microéconomie, de la macroéconomie dans les semaines qui viennent, nous verrons si les acheteurs enfoncent le clou ou si au contraire les velléités baissières refont surface. En tous les cas, comme vous aurez pu le noter, les indices restent foncièrement haussiers pour le moment et en l'absence de signaux baissiers, les vendeurs doivent faire preuve de prudence. Côté entreprise, Hermès a publié des résultats annuels en forte hausse. C'est la plus forte hausse du secteur du luxe et le titre s'appréciait ce matin de 3%. Ingenico a annoncé viser un chiffre d'affaires de 4 milliards en 2020. Gameloft promet une rentabilité à horizon 2018 pour convaincre les actionnaires d'ignorer l'offre de Vivendi, puisque comme je vous l'ai expliqué ces dernières séances, Vivendi avait pris des parts dans Gameloft, avait proposé un prix d'OPA, avait relevé le prix de l'OPA, mais Gameloft est détenu par une famille qui s'appelle la famille Guillemot et qui ne veut pas se laisser faire. Ils veulent garder le contrôle de la société. Trigano a vu son chiffre d'affaires augmenter de 29,7% et s'appréciait ce matin également de 3%. Et puis ce soir, après bourse, nous aurons les publications de Korian et de Cegedim. Côté statistique, hier nous avons eu des indices PMI européens globalement supérieurs aux attentes. En France et en Allemagne, en fait, on a eu des indices manufacturiers un petit peu inférieurs et des indices des services un petit peu supérieurs, mais globalement en Europe, les PMI étaient supérieurs aux attentes. On a eu aussi la publication de l'IFO et du ZOO hier. Donc le premier, c'est le sentiment des investisseurs, le deuxième, c'est le climat des affaires en Allemagne. Il y en avait un qui était supérieur et l'autre qui était inférieur, donc on va dire que ces statistiques étaient mitigées. Et puis on a eu l'indice d'activité manufacturière régionale de la fête de Richmond hier aux États-Unis, qui est ressorti supérieur aux attentes et en forte hausse par rapport au mois précédent. Ce jour, à 15h, on aura les ventes de logements neufs en février aux USA. Et à 15h30, on aura les stocks pétroliers hebdomadaires qui devraient faire bouger les cours du WTI et du Brent, qui ces dernières séances sont restés assez volatiles. Sur le pétrole notamment, le Qatar a invité tous les pays de l'OPEP ainsi que les pays producteurs donc à venir discuter avec eux à Doha le 17 avril prochain.
C'est de cette réunion que les marchés attendent un accord sur un éventuel gel de la production de nombreux pays producteurs de pétrole. Quand le Qatar a annoncé cela, eh bien, d'un coup, vous avez les cours du pétrole qui partent à la hausse. Et puis, dans la journée, quand vous avez la Libye qui explique qu'elle n'y participera pas, eh bien, vous avez des cours du pétrole qui sont retombés. Donc, on a en fonction des annonces sur le pétrole, des mouvements haussiers ou baissiers relativement forts qui se font en séance. C'est ce qui explique sa forte volatilité. Ça ne rend pas forcément le trading du pétrole très évident en données horaires, mais quand on regarde les graphiques du pétrole en données 4 heures ou en données journalières, on constate que pour le moment, les cours restent particulièrement soutenus. Ils sont néanmoins sous des résistances, donc nous verrons cet après-midi avec les stocks de pétrole si cela engendre un décalage. Voilà donc pour le panorama fondamental, les actualités, les statistiques. Et nous allons passer sur la plateforme pour regarder les différentes configurations. Alors, le Belvin n'est plus le premier indice à la hausse, c'est le DAX. Ils font la course ce matin. Ce que je voulais vous montrer, c'est que hier, on a touché des supports et ce matin, on fait face à des résistances. On est dans des marchés qui sont dans des tendances haussières, mais il n'y a pas de catalyseur très fort cette semaine. Vous aurez remarqué que la volatilité, mise à part sur les indices hier et ce matin suite aux attentats, la volatilité est relativement faible. En effet, c'est une semaine un peu particulière, c'est une semaine écourtée, il n'y a pas de statistiques majeures. Demain, on aura les commandes de biens durables aux États-Unis. Et puis vendredi, on aura de nombreuses places boursières qui seront fermées. On aura vendredi après-midi la dernière publication, la dernière révision du PIB américain. Vendredi, donc, ce sera une séance peut-être écourtée et en tous les cas peu volatile, a priori. Et lundi prochain, on aura aussi de nombreuses places qui seront fermées. Donc, c'est une semaine calme parce que, justement, on va avoir un week-end relativement long. Et je pense les décalages reprendront à partir de mardi prochain. Donc, concernant les indices boursiers, le Belvin est passé de son support à sa résistance. Le DAX est repassé de son support à sa résistance. Vous voyez, lundi, le DAX, il est monté un peu vite, un peu rapidement. On avait parlé d'euphorie lundi matin et puis on avait parlé de la proximité de la résistance. Donc lundi, on est revenu vers le support. Mardi, on s'est fait une frayeur. On est venu chercher les plus bas de la semaine passée et le bas de canal haussier, c'était un support. On a réagi dessus. Et puisque le support a été positivement testé et que la tendance reste haussière, les acheteurs ce matin reprennent la main et renvoient les cours sous résistance. Donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, la tendance reste haussière et c'est pour ça que les supports sont aussi bien payés. On fera quand même attention aux résistances parce que même s'il y a une tendance haussière de fond, vous pouvez constater que depuis 15 jours, 3 semaines, on est pratiquement en fait dans un range horizontal. Alors il est clair que les plus bas sont de plus en plus hauts, on est donc dans une tendance haussière. Mais on avance en crabe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait 3 pas en avant, on fait 2 pas en arrière et on avance comme ça petit à petit. Donc, on a tenu les supports hier, nous voilà de nouveau sous des résistances ce matin. La résistance sur le DAX se trouve exactement à 10 130 points. Voilà. Et concernant l'indice 440, même chose. Hier, on a vu que le CAC avait touché les 4350 points, support horizontal et oblique de soutien. Les cours ont fini à l'équilibre, avec une toute petite hausse de l'indice en clôture. Et puis ce matin, l'appétit pour le risque perdure. Par contre, vous noterez qu'on est tout juste sous une oblique de résistance qui passe par les plus hauts des dernières séances. Donc, la conclusion sur les indices est de dire les indices continuent d'être ancrés dans des rebonds forts depuis plus d'un mois. La tendance est haussière, mais elle est, la pente de la tendance est faible, c'est-à-dire qu'on est dans des canaux haussiers à faible pente, on monte petit à petit.
En tous les cas, c'est haussier, les supports sont recherchés par les opérateurs, mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. On vient de passer des supports aux résistances et donc on pourrait aussi avoir une consolidation des cours sous ces résistances. Alors on n'y est pas encore très nettement, on peut peut-être aller un tout petit peu plus haut. Vous voyez que sur le Bel 20, donc on a un niveau à 3460 points, qui est 10 points au-dessus de nos têtes. Le DAX est à 10 090 points, donc et sa résistance est à 10 130 points. Le CAC 40, lui, il est plus ou moins sous résistance. Les plus hauts des dernières séances font résistance dans la zone des 4470-80. Donc on peut peut-être encore un petit peu monter en séance. Néanmoins, après le fort rebond hier en séance et la forte hausse de ce matin, il faut faire preuve d'un certain pragmatisme. Si vous êtes un trader intraday que vous avez payé hier et que vous faites un beau gain, à vous de voir si vous décidez de prendre des bénéfices sous résistance ou de tenir vos positions. Si vous êtes quelqu'un qui fait du swing trading et qui s'est placé à l'achat hier sur les supports pour jouer une éventuelle continuation de la tendance haussière, eh bien pour le moment, pour vous, tout se passe bien. Et puis on va regarder aussi l'indice américain, qui est l'indice de référence. Et le SP500, comme vous pouvez le constater, continue d'être ancré dans un canal haussier. Ça fait maintenant 5 semaines qu'on est dans ce canal haussier. Tant qu'on cassera des résistances et que la tendance haussière perdurera, les acheteurs auront la main, les vendeurs patienteront potentiellement, sous peine de se faire stopper dans la hausse. Les plus prudents attendent bien évidemment des signaux et donc par exemple un vendeur qui attendrait un signal attendrait qu'on casse les cours des dernières séances et qu'on accélère sous les 2035 points. Pour le moment, c'est haussier, les acheteurs ont la main et remontent leur stop s'ils le souhaitent au fur et à mesure, bien évidemment. Les vendeurs, eux, soit opèrent agressivement à leur risque et péril, soit ils patientent en vue de signaux de retournement que l'on n'a pas vu depuis maintenant, comme je vous le disais, 5 semaines. On va passer directement sur les matières premières. Sur les matières premières, j'ai pas mal de choses à vous dire. Ces dernières séances, on avait parlé du café Robusta et du café Arabica. Donc je vais vous montrer leur configuration à moyen terme. Ça, c'est le café Robusta. On voit qu'il est dans une forte pente baissière et que là, il arrive à se reprendre. On voit par contre qu'il est toujours dans un canal baissier et donc dans une tendance baissière de moyen terme. Quand on regarde le café Arabica, on se rend compte que la configuration est plus haussière sur ce dernier. Le café Arabica, lui, est déjà sorti de son canal baissier à la hausse. Il a cassé la résistance, la zone des 124-126, et il se dirige vers sa zone de résistance des 136-138. Et si cette zone de résistance la casse, on pourrait aller jusqu'au 158-160 et prendre 10% de plus. Si on échoue sous cette zone de résistance-là, eh bien, on se placera dans un range en attente du prochain décalage. Le café Robusta, le café Arabica, donc, nous a donné un signal hebdomadaire, arrive maintenant à proximité d'une nouvelle zone de résistance et on verra s'il la casse, auquel cas nous aurions un deuxième signal haussier hebdomadaire et une possible accélération à la hausse. On va passer au pétrole. On aura donc les stocks de pétrole cet après-midi, ne l'oubliez pas, à 15h30. On a un WTI qui pour l'instant reste ancré dans un canal haussier. Il n'arrive pas à clôturer au-dessus des $40 depuis 5 séances, il est bloqué sous ce seuil. J'imagine donc que si les stocks de pétrole induisent des ventes de la part des opérateurs, on aura un échec sous les $40 et on reviendra a priori sur le bas de canal vers les 38,5 $. Si on casse ce seuil-là, on mettrait en danger la tendance haussière et on aurait un risque baissier. A contrario, si les stocks de pétrole sont inférieurs aux attentes et que les opérateurs continuent d'être à l'achat, on pourrait casser pour la première fois les $40 et aller donc en direction des $42 qui représentent la prochaine résistance. C'est plus ou moins la même chose sur le Brent. Le Brent donc est dans un rebond maintenant depuis pratiquement 2 mois. Il s'est apprécié de plus de 50%. Les cours du Brent donc sont revenus ici sous la zone des 42, 42,30, c'est une résistance clé.
vous voyez sur les dernières séances qu'on a clôturé tous les jours dans le vert et tous les jours on fait des plus bas plus hauts que les précédents. Donc on est bien dans une tendance haussière préservée. Les acheteurs, le marché consolide, mais vous voyez qu'ils gardent une pente haussière et que les acheteurs gardent la main. Donc cet après-midi, si les stocks font monter, il y a de grandes chances qu'on casse pour la première fois cette zone des 42-42-30 et la prochaine résistance se situerait à 45 $ sur le Brent. Au contraire, bien évidemment, si on casse l'oblique haussière que vous voyez ici, qui matérialise la tendance haussière, là on pourrait avoir une mise en place d'une correction qui viendrait bien évidemment peser sur les indices boursiers. Autre matière première qui a opéré un décalage haussier ce jour et dont on parle depuis un certain temps, c'est le jus d'orange. Nous avions vu en données hebdomadaires que les cours du jus d'orange étaient venus se poser sur une oblique de soutien. Cette oblique, elle faisait résistance en 2014, elle faisait résistance en 2015, puis à la fin 2015, en octobre ici, on l'a cassée. On a donc eu une inversion de polarité. On était avant dans une polarité baissière. Ayant cassé l'oblique, on est passé dans une polarité haussière. On est venu 2 fois tester cette oblique et faire 2 fois des points bas dans la zone des 115-116. Et pour l'instant, cela tient bien et ça relance même à la hausse. Et en données journalières, on avait vu hier qu'il y avait une sorte de TEI, une épaule-tête-épaule inversée sur les cours du jus d'orange et qu'il fallait que la zone des 128-129 casse. Ça a été le cas. Il faudra confirmer cette cassure par une appréciation des cours dans les séances qui suivent. Mais en tous les cas, après nous avoir donné des signes de résilience, le jus d'orange donnerait a priori désormais des signaux haussiers. Autre matière première intéressante, le sucre, bien évidemment. Le sucre dont on a parlé tous les jours depuis un mois. Le sucre a pris 300 points. Il a pris l'équivalent de 25% à la hausse en l'espace de 25 séances approximativement. Et c'est la 5e séance d'affilée qu'il monte consécutivement. Donc vous voyez bien que le sucre est une des configurations parmi les matières premières qui est une des plus haussières de tout le marché boursier. Vous avez des indices qui sont haussiers mais qui sont aussi à faible pente. Vous avez un pétrole qui rebondit après avoir beaucoup chuté. Les cours du sucre depuis août dernier, donc depuis à peu près 7 mois, prennent 65% à la hausse. Il n'y a pratiquement aucun actif qui s'est autant apprécié sur cette période. Et donc pour le moment, les acheteurs continuent d'avoir la main, de remonter s'ils le souhaitent les stops au fur et à mesure. Comme ça, ils ne sortent que si on a un retournement baissier, car pour l'instant, il n'y en a pas et donc la hausse perdure. Le gaz, lui, s'est stabilisé, il a cassé son oblique haussière, il passe de haussier fort à neutre. On a 2 bornes qui se sont créées, une borne de soutien ici vers 1,78 et une borne de résistance ici dans la zone des 1,92. En fonction des stocks qui seront publiés jeudi, on verra si les acheteurs reprennent la main ou pas. Et dans les séances qui viennent, en tous les cas, ces 2 bornes-là seront à surveiller. On a 10% à peu près entre ces 2 bornes. Ça peut intéresser les traders de range qui voudraient trader ces bornes-là. Pour ceux qui font du trading en tendance, eh bien, soit on attend une cassure de résistance pour avoir une continuation de la tendance haussière, soit on casse de nouveau le support et la tendance baissière qui reste forte à moyen terme reprendrait alors le dessus. On a aussi une cassure ce jour sur les cours de l'or. Alors concernant l'or, je vous avais prévenu de par une analyse que j'ai publiée hier sur le site de CMC Market dans la rubrique Actualité et Analyse. Dans cette analyse, je vous explique qu'il y a eu un changement de paradigme sur les cours de l'or et que les cours de l'or pour la première fois sont passés neutres en données hebdomadaires alors qu'ils étaient baissiers depuis plus de 3 ans. Il y a donc un changement d'état d'esprit sur l'or à moyen terme qui pourrait permettre au cours d'aller plus haut.
Par contre, comme je l'expliquais à court terme dans mon analyse, les cours de l'or étaient dans un biseau ascendant avec une forte probabilité de sortir par le bas. Je trouvais parfait le timing d'hier pour vous poster cette analyse parce que hier, les attentats ont engendré du risque et donc ont fait remonter les cours de l'or. Mais ce que j'ai passé la journée d'hier à expliquer sur Twitter, c'est que les cours de l'or s'appréciaient relativement peu, le dollar restait fort, on est dans un biseau ascendant et donc il y avait une probabilité qu'on en sorte par le bas. Certains se seront donc placés sur l'or peut-être agressivement à la vente hier, les autres auront potentiellement attendu la cassure du jour. La cassure est en cours et devra être confirmée ce soir. Mais en tous les cas, ce que je peux noter via les matières premières et via le Forex, c'est que le dollar s'est repris ces dernières séances. Il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés et ces deux facteurs font donc pression sur les cours de l'or. Ce que j'explique dans mon analyse, c'est que étant donné qu'on était dans un biseau ascendant et qu'on en sort potentiellement par le bas, nous pourrions revenir dans la zone des 1180-1200 dollars, qui est une ancienne zone de résistance et qui pourrait donc faire désormais zone de support. Et j'attends donc de voir si les cours reviennent dans cette zone de prix et s'ils y réagissent favorablement. Si tel devait être le cas, alors puisque nous avons constaté un changement de tendance à moyen terme, eh bien peut-être qu'en fait les cours ne seraient que dans un repli sur support avant une éventuelle reprise de la hausse. Mais comme je vous l'expliquais ces dernières séances, on a eu 3 mois de hausse continue sur l'or, les cours étaient un petit peu en surchauffe et donc il est légitime que nous ayons cette consolidation. Concernant les cours de l'argent, c'est la même chose. L'argent, je vous le rappelle, reste ancré dans un range de moyen terme entre 13,5 et 16,2. On a tenté de casser la résistance, mais ce n'est pas passé. Les cours de l'argent sont donc en train de se replier, tout comme les cours de l'or. Et on va donc attendre, puisqu'on a échoué sous résistance, de voir les cours revenir sur support. Et une fois que les cours auront touché les supports, et s'ils y réagissent favorablement, alors nous pourrons envisager des scénarios haussiers de nouveau. Mais pour l'instant, on a échoué sous des résistances sur l'argent et cassé un support sur l'or, et donc les risques sont plutôt baissiers à court terme. On va regarder aussi le palmarès sur les devises et d'un coup d'œil rapide, vous pouvez constater que la forte devise, c'est le dollar, puisqu'il monte contre de très nombreuses devises encore ce matin. Vous pouvez noter qu'une paire s'est glissée dans le top des hausses, c'est l'AUD-NZD. Nous en avions parlé lorsque la paire avait cassé la zone des 1,0880-1,09, avec pour objectif théorique la zone des 1,13. Nous y sommes désormais. Les cours sont en train de tester la résistance, pourraient même venir chercher la résistance suivante à 1,14. Faudra voir dans cette zone de prix-là si les cours passent en force, auquel cas ils donneraient un fort signal hebdomadaire. S'ils échouent, par contre, on pourrait avoir une consolidation des cours. Voici le graphique hebdomadaire sur l'AUD-NZD. Vous pouvez voir qu'on a une sorte d'épaule, tête-épaule inversée gigantesque, puisqu'elle dure depuis plus de 2 ans. Autant dire que si on casse la zone des 1,14 qui représente la ligne de coup de cette épaule tête-épaule inversée, cela serait potentiellement un signal majeur à moyen long terme. Mais n'allons pas trop vite en besogne, les cours viennent de prendre 800 points à la hausse, ils arrivent dans cette zone de résistance, il n'est donc pas dit que cela passe. Mais gardez à l'esprit que si cela passe, ce sera un signal potentiellement très fort à moyen terme. On retrouve également l'USD CAD dans les devises, donc dans les paires un petit peu à la hausse ce matin. Donc l'USD CAD, vous n'êtes pas sans savoir que cette paire est inversement corrélée au pétrole. Étant donné que le pétrole reste dans une tendance haussière, l'USD CAD reste dans une tendance baissière. Par contre, pour ceux qui attendraient un retournement sur l'USD CAD et donc sur le pétrole, vous pouvez surveiller ici la zone des 1,3150. Si les cours du pétrole refluent sous les résistances que je vous ai montrées il y a quelques instants, et l'USD CAD pourrait casser la zone des 1,3150, voire même tenter de s'extraire de son canal baissier, auquel cas il pourrait faire un beau rebond technique.
Donc je ne dis pas que ça va être le cas, pour l'instant la tendance reste bel et bien baissière, mais si on avait une surprise sur les cours du pétrole, si les stocks étaient très élevés et si cela engendrait un reflux des cours, l'USD CAD pourrait reprendre du terrain. L'USD Yen, on en a parlé et je vous ai expliqué que puisque l'USD Yen ne cassait pas la zone des 111, il pourrait rebondir. On a vu que l'USD Yen était en tendance baissière, qu'il pouvait potentiellement rebondir vers la MM20 et la zone des 113. C'est ce qu'il est en train de faire. Si on arrive à tenir cette zone-là, voire à la casser, on sortirait de la tendance baissière à court terme sur l'USD Yen et on aurait des chances de revoir les 114, au-dessus des 114, les 116. Par contre, gardez bien à l'esprit que à tout moment, s'il y a de l'aversion au risque sur le marché, le yen sera très vite la monnaie la plus recherchée et la tendance baissière pourrait reprendre à tout moment. Donc moi, ce que je voulais vous expliquer et la chose dont je voulais vous prévenir, c'était que oui, on avait une tendance baissière sur l'USD Yen et oui, il y avait eu des attaques des 111, mais puisqu'on n'avait pas cassé ce seuil et puisque l'appétit pour le risque perdure sur les indices, eh bien, il était possible qu'on ait un rebond technique qui est actuellement en cours. Et puis dans la queue du peloton, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc les 4 paires dont je vous parlais tout à l'heure, euro-dollar, qui a échoué sous les 1,13 et qui consolide. Il approche ici d'une zone de support à 1,1170. Si on y réagit favorablement, il pourrait y avoir un retour des acheteurs. Si au contraire on casse cette zone-là, on pourrait revenir tranquillement dans la zone des 1,10, 1,1050 sur l'euro-dollar. Sur l'AUD, on a eu un fort rallye haussier ces dernières semaines. Donc l'AUD consolide aussi contre le dollar américain. C'est légitime après une si forte hausse. L'AUD, contrairement à l'euro ou à la livre, il est quand même beaucoup plus fort. Mais même s'il est fort, si le dollar surperforme, on pourrait avoir une consolidation de l'AUD également. Vous voyez que l'AUD n'arrive pas clairement à dépasser cette zone de prix des 0,76, 0,7650. C'est normal puisque ça correspond à une zone de résistance forte que l'on a créée ici entre mars et juillet 2015. Donc l'AUD a tenu ses plus bas annuels, il s'est repris, il a pris appui sur les supports, il a cassé des résistances, il arrive maintenant dans une zone d'importance et donc il est beaucoup moins évident à trader. Donc autant il était intéressant de suivre le contre-courant sur l'AUD ces dernières semaines, autant désormais il devient moins lisible, moins clair sur une résistance et donc beaucoup moins attractif, je pense. La livre a repris sa baisse également, avec les statistiques hier qui étaient inférieures aux attentes, et puis les risques de Brexit, bien évidemment. Le fait qu'il y ait eu des attentats en Belgique, eh bien, ça augmente les probabilités que l'Angleterre sorte de l'Europe, puisque ça crée de la peur, ça crée un sentiment négatif. Donc c'est pour ça que la livre reflue, d'autant plus que le dollar est fort. Et puis le NZD, c'est la même chose. Le NZD, il s'est bien repris ces dernières semaines et il a échoué sous une résistance très claire, la zone des 0,69, et il est donc en train de revenir sur les supports. On a eu des replis sur l'euro, l'AUD, le GBP, le NZD ces dernières séances. Est-ce qu'on va accélérer le mouvement à la baisse ou est-ce qu'au contraire on va tester des supports et repartir à la hausse? Nous allons le voir en fonction des statistiques à venir. Mais étant donné la forte hausse de l'euro-dollar et le long chemin haussier qu'a parcouru l'AUD ces dernières semaines, si ces paires devaient consolider un petit peu plus bas que les cours actuels, je ne serais pas étonné. Sachez-le. Voilà. Donc vous voyez bien sur les devises qu'on a le dollar qui est très fort, une paire qui s'est glissée dans le haut du palmarès, l'AUD-NZD, puisque le dollar australien est très fort et le dollar néo-zélandais un peu plus faible. L'USD CAD, les 1,3150 à surveiller en cas de retournement du pétrole. L'USD Yen, les 111 en support, les 113 en résistance. Et puis dans le creux du peloton, toutes les paires en dollars.
qui ont échoué sous des résistances et qui se replient. Et tant qu'elles n'auront pas touché des supports et fait de beaux retournements haussiers, eh bien, on les laissera consolider bien gentiment. Alors, j'ai des questions. J'ai JT qui me dit « Est-ce que ce sont des fourchettes d'Andrews que vous utilisez sur vos graphiques ?» Alors non JT, ce sont des canaux haussiers. Sur la plateforme CMC, dans les outils de dessin, vous avez des canaux et vous avez également les fourchettes d'Andrews. C'est exactement la même chose en fait, un canal et une fourchette d'Andrews, sauf qu'à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews, vous avez la médiane du canal en plus. Parfois, cette médiane du canal va vous servir, parfois, elle va être balayée dans tous les sens et rendre un peu moins lisible la configuration. Par exemple, si ici vous tracez un canal sur le DAX, ça vous permet de retrouver les points bas et les zones de support. Par contre, si vous aviez créé une fourchette d'Andrews et que vous aviez une médiane au milieu, vous voyez bien qu'elle aurait été balayée à la hausse et à la baisse dans tous les sens. Elle n'aurait donc pas été un indicateur supplémentaire, un outil intéressant qui vous aurait donné des informations en plus. Donc, il y a des séquences, il y a des grosses tendances sur lesquelles il peut être intéressant de prendre les fourchettes. Mais sinon, je trouve les canaux particulièrement pratiques pour pouvoir cadrer les graphiques. Thierry me dit, sur vos lignes de tendance, il n'y a pas toujours 3 points d'impact. Est-ce normal? Alors Thierry, effectivement, vous avez complètement raison. Pour tracer un beau canal, il faut 3 points d'impact. Alors vous voyez, je pourrais tracer mon canal haussier de la sorte sur le DAX. J'ai un point d'impact ici, j'ai un point d'impact ici avec un petit excès, mais c'est pas grand-chose, et j'ai un point d'impact hier qui se confond avec le niveau horizontal. Donc en ayant ce canal-là, je cadre bien les cours et j'ai bien 3 points d'impact. Pourquoi est-ce que je décide de prendre le point en excès ici et de faire en sorte que mon canal arrive un petit peu plus bas? Eh bien, la raison, elle est très simple, Thierry, c'est que en gardant le canal comme ça, avec le point extrême ici, vous voyez que malgré tout, même si le canal était un peu plus bas, j'avais à 9750 un niveau horizontal. Donc, si j'avais gardé le canal comme ça, j'aurais eu le bas de canal plus le niveau horizontal en support. Mais à quoi bon avoir besoin de mon bas de canal puisque j'avais un niveau horizontal? Par contre, il y a une bonne raison qui fait que j'ai pris le point bas ici en extrême et que je voulais mon bas de canal ici un tout petit peu plus bas que le niveau horizontal. La raison est simple, c'est pour ne pas suragir et c'est pour ne pas anticiper trop tôt une cassure. On aurait très bien pu hier casser les 9750, faire 20 points dessous et toucher le bas de canal avant de repartir. Avoir mis comme ça le bas de canal sur un point extrême et donc un peu plus bas que le niveau horizontal me permet de ne pas envisager, de ne pas anticiper une cassure baissière avant qu'elle ait réellement eu bien lieu. Donc j'avais le niveau horizontal hier qui m'a permis d'avoir mon point bas et j'ai mon bas de canal avec le point extrême et donc seulement 2 points de tendance, certes, mais au moins il me permet de ne pas shorter trop tôt. Et puis vous pourrez remarquer aussi que en prenant ces 2 points-là et en traçant mon canal, cela colle beaucoup mieux aux cours en haut du canal, avec ici les cours qui l'ont touché une fois, qui l'ont approché une deuxième fois, approché une troisième fois et approché une quatrième fois. Je trouve donc que mon canal a une pertinence certaine à être tracé de la sorte. J'espère que cette explication aura été assez claire et assez compréhensible. De la même façon, sur le SP500, là par contre, j'ai de très nombreux points d'impact. Alors le point, on peut le toucher ou on peut le frôler. Vous voyez que si je prends les 2 points bas ici, je me serais fait une frayeur ici et là je serais un petit peu sorti, ce serait beaucoup moins clair. Alors qu'en prenant ici cet excès, et non pas, alors que ici, en prenant l'excès de ce chandelier et non pas ici les 2 points bas, ça me fait un canal beaucoup plus propre.
et ça me permet de ne pas anticiper de cassure baissière tant qu'elle n'a pas eu lieu. Donc j'essaye de garder mon canal avec une pente de la sorte, avec un point extrême. Comme ça, j'attends vraiment une vraie cassure du canal, une vraie cassure des supports, et c'est seulement si on sort du canal et qu'on casse des supports que je pourrais considérer que la tendance s'est retournée à la baisse. Je veux surtout vous protéger. Le but de cette émission, c'est de vulgariser des concepts. C'est de vous montrer des figures chartistes, c'est de vous montrer des cassures sur des actifs que vous ne surveillez pas comme les matières premières. Moi, je suis payé à les surveiller toute la journée, 10 heures par jour. Donc, je regarde tous les indices de la planète. Hier soir, par exemple, je publiais un graphique sur l'indice indien. Je regarde toutes les monnaies, je regarde de nombreuses actions, je regarde toutes les devises et j'essaye de vous trouver comme ça les configurations les plus intéressantes sur lesquelles je peux vous apprendre des choses et sur lesquelles on peut établir potentiellement des stratégies. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je pense qu'on est bon, hein, il est 10h40, la matinale a duré 40 minutes, on a parlé des indices, des matières premières, du Forex. Vous avez donc compris que le dollar restait fort sur le Forex et entraînait des corrections baissières. On verra si des supports sont touchés et s'ils réagissent. Vous avez vu sur les matières premières que, en dehors du pétrole, il y a aussi des choses à faire. L'or est intéressant et pourrait être en train de donner un signal baissier. On a de beaux décalages haussiers, que ce soit sur le sucre, le café arabica, le jus d'orange, qui sont des moyens de se diversifier. Et puis sur les indices, là où je disais il y a quelques instants que mon but était de vous protéger, eh bien c'est parce que plus les indices montent, plus les investisseurs particuliers ont tendance à se mettre en face et à vouloir anticiper un retournement. Je sais d'expérience à quel point il peut être complexe d'anticiper un retournement et à quel point on peut aussi y perdre des plumes. Et donc mon but, même si fondamentalement je pense, je trouve et je constate qu'il y a des chiffres qui se dégradent et donc qu'on pourrait avoir d'éventuels signaux baissiers, mon but c'est de vous dire tous les matins, tant que la tendance est dans un canal haussier, les acheteurs ont la main, les vendeurs n'ont pas la main, il n'y a pas de signal baissier, donc il n'y a pas de retournement de tendance. Voilà. Je regarde s'il y a encore des questions. Non, c'est bon, juste des remerciements et des bonnes journées. Bah écoutez, c'est parfait. Thierry me demande de finir avec le blé, donc on va regarder le blé tout de suite. Le blé, le voilà. Le blé, alors on va le regarder en données mensuelles. Donc voilà les cours du blé sur les 10 dernières années. Ici à 425, alors c'est des cents par boisseau. Donc à 425 cents de dollars par boisseau. On a une magnifique résistance ici en 2002, en 2004, en 2006, support en 2007, support en 2010 et on s'approche ici, on s'est approché du support. Alors est-ce qu'on s'est approché du support et on a commencé à rebondir ou est-ce qu'on va continuer de baisser pour toucher le support une bonne fois pour toutes avant d'éventuellement rebondir? Je ne sais pas. On avait vu un support intermédiaire sur le sucre qui avait fini par casser. Puis on s'est repris un petit peu, mais la hausse n'est pas très claire. Est-ce que les cours vont repartir à la hausse ou bien est-ce qu'ils vont revenir tester le support une bonne fois pour toutes? J'avoue que je ne suis pas convaincu, que je n'en ai aucune idée. Je préfère attendre que les cours cassent les plus hauts des 2 dernières semaines pour vraiment valider le fait qu'un point bas ait été potentiellement marqué et qu'on reparte à la hausse pour vous parler d'un éventuel point bas. Et à la limite, je ne serais pas contre les cours, je serais pas contre le fait que les cours reviennent vers ce support de long terme, car si on y réagissait favorablement, cela pourrait nous donner un timing potentiellement intéressant. Donc voilà pour le blé Thierry, une situation un petit peu particulière. Sur ce, retenez quand même sur les indices qu'on est passé des supports hier aux résistances ce matin, mais retenez également qu'on est dans des tendances haussières, donc pour ceux qui vendent les résistances, faites-le avec un certain doigté. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance, un bon trading, et je vous retrouve avec grand plaisir demain matin pour la matinale. Bonne journée à tous.